le fantastique, lui, fait la part belle au mal. Sous toutes ses formes, c'est une littérature un peu de la souffrance, de la folie ou de l'échec. C'est aussi ça que vous voulez insuffler dans vos récits? Alors moi dans mon cas j'ai écrit Notre-Dame des Loups, c'est la poursuite d'une bande de cow-boys, de chasseurs de loups-garous qui poursuivent la reine des loups-garous dans le Grand Nord américain. Au 19e, au fin du 19e siècle, fin 19e siècle, donc c'est vraiment l'ambiance Far West, dans la neige, avec des ligas. Oui, le but c'est de... En fait j'ai voulu mettre en parallèle... Déjà, j'ai voulu combattre le mythe du loup-garou qui était, en fait, il est gentil, c'est une pauvre bête incomprise. J'ai voulu passer par-dessus ce mythe-là et considérer que les loups-garous étaient vraiment des créatures bestiales, méchantes. Enfin, dans le bouquin, j'ai évoqué en métaphore, c'était en gros mettre un singe violent et désagréable à l'intérieur d'une peau de loup, en fait. Moi, le loup-garou, c'est comme ça que je les avais définis. Et ce que je voulais montrer, c'était que les chasseurs allaient à la poursuite d'un vrai mal ancestral, de quelque chose de vraiment maléfique, de négatif, d'insidieux qui se répandait, une sorte d'épidémie monstrueuse de crocs, de poils, de sang, de mort, de deuil. Mais qu'au final, l'horreur, l'angoisse, etc., pouvait ne pas venir simplement du mal en lui-même, en fait, pas de l'élément défini comme la grosse cible qu'on doit atteindre, mais aussi de chacun des chasseurs, en fait. Ils ont tous une petite partie au minimum de mal, quelque chose de profondément mauvais ancré en eux en fait. Et je voulais montrer en apparence que à la base c'est censé être une bande quasiment de chevaliers blancs qui vont traquer la bête maléfique, et au final la bête maléfique elle est un peu dans chacun d'eux et ils ne sont pas si chevaliers blancs que ça. Christophe, le mal est un des personnages de vos récits? Certainement, mon seul vrai roman fantastique finalement c'est mon premier, un autre... Trouvez-le dans toutes les bonnes librairies. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'un homme moyen qui débarque dans un village où il n'a jamais mis les pieds. Et ça commence par le pompiste qui l'appelle par un autre prénom en disant ouais, c'était pas mal hier soir, demain on recommence et tout ça, alors qu'il n'a jamais vu. Jusqu'à une porte qui s'ouvre où sort une jolie jeune fille qui l'embrasse et ah ça y est, tu es revenu, c'est sa femme, mais il la connaît pas. Donc l'élément fantastique c'est ça, c'est qu'est-ce qui a fait que cet homme, on le prenne pour quelqu'un d'autre. Non mais on réfléchit aussi. Et le mal intervient quand on se rend compte que la personne pour qui on le prend et à qui lui se sent totalement étranger, là il y a un problème dans la phrase, vous aurez corrigé, effectivement, il est maléfique au sens de... il est pervers, il est violent, et il déteint petit à petit sur lui. Alors est-ce que c'est... Bon, ça il faut lire le livre qui est très bien. Mais donc effectivement, on en revient au mal à un moment donné, sur tout ce qu'on a dit au début de la table ronde, c'est que c'est un bon ressort. Et c'est effrayant qu'on nous prenne pour quelqu'un d'autre, alors qu'on est tout gentil, quelqu'un d'autre de méchant. Jonathan, dans la légende de Maclean, en effet, le mal est présent. Oui, le mal est assez présent. Avec un grand M majuscule. Ah oui, avec un grand M majuscule. Je dirais que sans trop vous dévoiler la finale ou quoi que ce soit, parce que c'est assez court, le mal, dès les premiers chapitres, c'est des très courts chapitres, apparaît dans les yeux d'une enfant de 10 ans. La personnage principale se nomme Marie et c'est une femme, une jeune femme qui a eu assez tôt une petite fille. Et cette petite fille-là, précisément lorsqu'elle elle va avoir bientôt 10 ans, dans quelques jours, le mal apparaît. Okay? Mais pour l'instant, ça parle avec un grand M. C'est juste que c'est comme un regard qui rappelle à Marie ce qui s'est passé à l'époque. Je peux pas vous dévoiler rien de plus, mais donc le mal commence, est déjà là, mais on n'en voit pas tout l'ampleur au début de la novella. Ouais, je dirais ça par rapport au mal avec un grand M. La littérature fantastique du 19e, celle qu'on connaît bien, Maupassant, Balzac, Hoffmann, c'est un peu plus tôt ça d'ailleurs, tout ça fait appel
régulièrement à des grands mythes, à des monstres, à des sorcières, aux fantômes, aux diables, etc. Adrien utilise encore ce genre de personnage avec les fameux loups-garous, les lycanthropes qui s'appellent des Wendigo dans ce bouquin. Pourquoi avoir repris cette imagerie du 19e? Alors en fait, c'est parce que c'est une imagerie qui est connue facilement du lecteur. C'est un truc que j'utilise assez régulièrement, c'est que j'ai beaucoup de mal à créer des créatures qui n'ont pas un nom qui existe déjà. En fait, c'est qu'instinctivement, on associe à un mot, à un terme, plusieurs traits qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que les loups-garous, je voulais vraiment leur rendre, rappeler immédiatement, quand on prononce le mot loup-garou, immédiatement les gens ils pensent au loup, à la pleine lune, au bal d'argent, à plein d'éléments que ensuite, une fois qu'on a donné cette première base, on peut associer ou dissocier. Si on considère que, par exemple, on fait des vampires, mais les vampires, là, ils en ont rien à foutre, donc on ne parle pas d'ail, on ne parle pas de croix, on ne parle pas de ci. Par contre, on parle bien du cercueil ou du soleil. C'est ce que fait Anne Rice, elle s'est débarrassée de certains, dans l'entretien avec un vampire, elle s'est débarrassée de certains éléments associés traditionnellement aux vampires, elle en a conservé d'autres, elle en a ajouté de nouveaux. Et c'est un peu le même travail que j'ai voulu faire sur les loups-garous dans Notre-Dame des Loups, notamment en les associant à la légende du Wendigo, qui est une légende nord-américaine qui n'est pas forcément associée, voilà, qui n'est pas forcément associée voilà, c'est pas forcément associé au loup, c'est associé à la faim en fait. C'est des êtres de faim infinie qui en gros, les Indiens algonquins croyaient que les Wendigo c'était ce qui arrivait à ceux qui succombaient au tabou absolu qui était de consommer de la chair humaine en fait. Et donc du coup qui donnait une espèce d'esprit vengeur et qui était animé par une faim insatiable et impossible à arrêter. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était potentiellement associable avec le mythe plutôt européen du loup-garou, qui est d'origine romaine à la base. Et je trouvais que c'était intéressant, la faim infinie c'était quelque chose qui me parlait et je trouvais ça intéressant d'associer ça à la bestialité, la sauvagerie. Associer les deux, je dis, ça peut être intéressant d'imaginer que les loups-garous sont partis dans le Grand Nord et sont devenus, du coup, là-bas, ont été appelés Wendigo parce qu'ils avaient le même intérêt. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser des mots qui existent déjà et retrouver des concepts qui existent déjà, quitte à les faire bouger un petit peu pour associer à ce que je veux dire.